Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'espère que vous m'entendez correctement, que vous me voyez. Il est 14 heures. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Un des derniers, puisqu'on est le dernier jour de la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. On est quasiment les derniers, puisque je crois qu'il y en a un juste derrière nous et on clôturera cette semaine. Quelques règles pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore participé, eu l'occasion de participer à ce type de webinaire. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui toute la thématique du jour qui est « Je veux créer mon entreprise ». Et vous pourrez poser vos questions, bien évidemment. Je suis accompagnée de Chloé qui vous répondra directement sur le petit volet questions qui se trouve tout en bas à droite de votre écran. Il y a un petit point d'interrogation marqué question. Juste à côté, il y a le chat. Donc, vous pouvez échanger et réagir, bien évidemment, sur l'onglet avec le chat. Mais pour les questions, passez plutôt dans l'onglet questions. Comme ça nous permettra, à la fin de la présentation, d'y répondre directement. Et pour des questions un petit peu plus précises, on vous invitera peut-être à prendre directement rendez-vous pour échanger directement sur des questions vraiment un peu plus précises. Aujourd'hui, je vais vous présenter le webinaire, en effet, « Je veux créer mon entreprise ». On va rester dans une généralité et pour le détail, je vous inviterai plutôt à voir ça de manière individuelle. Alors, les Semaines de l'évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Comme je vous disais, c'est la 4e édition cette année. Qui se déroule qui se déroulait du 9 au 20 octobre, donc jusqu'à aujourd'hui. Et c'est co-organisé avec plusieurs opérateurs, l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont, on est tous en fait des opérateurs dans le conseil en évolution professionnelle qui accompagnent les salariés de droit privé et les indépendants, en association bien évidemment avec les partenaires régionaux et nationaux. Alors, ce webinaire est en effet plutôt à destination des salariés et indépendants et salariés de droit privé. Si vous êtes salarié de droit public, vous avez bien évidemment le droit d'être ici et de participer. C'est simplement que il y aura certaines particularités dans la présentation qui font vraiment un zoom sur les salariés de droit privé. C'est un événement qui est créé, qui est réalisé tous les ans, 100% en digital, qui est complètement gratuit et, comme je vous disais, accessible à tous et qui place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir vraiment tout le déroulé, mais qui aborde un peu plus d'une centaine de thématiques. Donc, je suis Lénaïque Laferre. Moi, je suis conseillère en évolution professionnelle. Je suis salariée du réseau EVA. Et moi, physiquement, je suis positionnée, je suis sur les Alpes-Maritimes. Mais bien évidemment, ce webinaire est destiné à la France entière parce que la thématique reste sur la France entière. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aborder donc quelques étapes pour créer, mais aussi pour reprendre une entreprise. Comment le conseil en évolution professionnelle peut vous aider, vous accompagner. Et à la fin, en effet, comment mobiliser le dispositif démissionnaire pour mettre en œuvre votre projet. Je vous expliquerai ce que c'est et les démarches surtout pour réaliser tout ça. Allons-y. Articuler un projet professionnel, le projet de création et le projet professionnel. Quel que soit le projet de formation, de reconversion, de création ou de reprise d'entreprise, un projet quel qu'il soit, il se prépare. Utilisez des bonnes méthodes, bien évidemment, pour concevoir le projet. On va y venir, on va parler de quelques méthodes, de quelques outils, mais en général, dans l'articulation, on est vraiment sur identifier les bons outils, les bonnes méthodes pour réfléchir et concevoir le projet. Ensuite, le programmer dans le temps, idéalement les grandes étapes, de les identifier, comment est-ce que je m'organise, éventuellement créer un rétro-planning de votre projet, s'entourer des bonnes personnes, c'est extrêmement important de s'entourer des bonnes personnes, d'identifier les ressources, les personnes qui peuvent vous aider
dans votre projet de création de reprise d'entreprise, mais aussi dans votre entourage personnel, bien évidemment, c'est important que vous vous sentiez soutenu. Pensez à des pistes alternatives, des plans B, des plans C, la création, alors le projet professionnel de manière générale, mais la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, donc il faut pouvoir penser à des pistes alternatives, des plans B, des plans C, en cas de souci, et éventuellement se former en vue du projet. La formation métier peut-être, ou alors de la formation en création ou reprise d'entreprise qui existe. On y reviendra juste après. Des étapes, alors on a identifié 7 grandes étapes à la création ou à la reprise d'entreprise. Alors, tout d'abord, l'idée, l'adéquation porteur-projet. On va y revenir en détail juste après. L'étude commerciale ensuite, l'étude financière, l'étude juridique, sociale et fiscale, les aides, quelles sont-elles, à quoi j'ai le droit, comment est-ce que ça peut se faire, les démarches et formalités, et ensuite le démarrage de l'activité. Donc dans la première étape, on va dérouler les 7 comme ça. Dans la première étape, avant tout, on a identifié 4 grandes compétences au chef d'entreprise, relatives au chef d'entreprise. L'adéquation porteur-projet et les compétences clés du projet du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'avant tout, je vous disais en première étape, on va réfléchir à l'adéquation entre le porteur du projet, c'est-à-dire vous, et votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Il va falloir se poser quelques questions avant tout, avant de lancer un projet comme ça sans trop réfléchir, c'est de vous interroger sur peut-être ces 4 grandes compétences-là. Est-ce que je les ai ou est-ce qu'il va falloir aller travailler quelque chose peut-être plus précisément? Alors, dans la compétence produire, on réfléchit au savoir-faire, au savoir-être, les diplômes peut-être que vous avez déjà, les expériences professionnelles, qu'est-ce qui pourra être mis en évidence, qu'est-ce qui pourra être utilisé par rapport à votre projet, les connaissances métiers aussi, pourquoi pas. Est-ce que mes connaissances métiers me suffisent aujourd'hui ou est-ce que j'ai besoin d'aller chercher et compléter ça avec d'autres formations peut-être? Ensuite, est-ce que j'ai la compétence de vente? La création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, ça signifie vendre. Ça veut dire prospecter, fidéliser, avoir un bon relationnel, d'écouter, de conseiller, d'accompagner éventuellement. Mais en tout cas, d'avoir cette fibre, je dirais, commerciale, puisque bien évidemment, pour développer votre activité, la créer, mais la développer aussi ensuite, il va falloir vendre. Et il faudra aussi gérer. Donc la gestion d'entreprise, la gestion des stocks, des charges, de la trésor, les délais, pouvoir anticiper, etc. C'est aussi une compétence extrêmement importante pour un chef d'entreprise. Et bien évidemment manager, si jamais vous avez des salariés, de recruter, de gérer du personnel, gérer des hommes, de faire monter en compétences, de former, etc. Toujours dans l'idée, l'adéquation porteur-projet, devenir chef d'entreprise, c'est un état d'esprit aussi. Donc, ce qui est important, c'est de vous interroger peut-être sur cet état d'esprit. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous aimez la prise de risque? Est-ce que vous êtes force de proposition avec cet esprit d'initiative, d'innovation, de créativité? D'être force de proposition, de conviction, de combativité, de ténacité, etc. C'est aussi une dynamique, bien évidemment. Alors c'est bien d'avoir ces compétences, mais c'est aussi souvent nécessaire de pouvoir repérer des opportunités. Une fois qu'on les repère, on les exploite. Est-ce que vous savez en tirer profit? Est-ce que vous savez développer les nouveautés? Alors, tout ce que je vous dis là, c'est des questions à se poser. Si vous n'avez pas du 100% sur tout ça, si vous vous retrouvez pas dans tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas, vous ne pouvez pas vous lancer non plus. Ça veut dire que ce sera certainement des points sur lesquels il faudra peut-être travailler, dont il faudra être un petit peu plus, un peu plus attentif pour pouvoir travailler et développer ces compétences-là. Petit 2, on était sur l'étude commerciale. Avant tout, vous avez eu votre idée, vous êtes interrogé sur vous-même, vous avez envie de passer à l'étape 2. L'étape 2, elle est là, c'est l'étude commerciale. Vous avez votre idée, maintenant on va réfléchir un petit peu à la faisabilité de votre projet. Ça passe par l'étude de marché.
c'est primordial et on est vraiment sur une grande étape qui est extrêmement importante, à surtout pas sous-estimer. L'étude de marché, elle vous permet de vous interroger sur en effet, la faisabilité, la viabilité, pourquoi pas, de votre entreprise. On va se poser ces 4 questions. Où, qui, quoi et comment. Où, c'est l'implantation. C'est l'environnement, c'est une étude plutôt géographique, pourquoi pas, mais aussi des réglementations. Est-ce que sur ma zone géographique, par rapport au secteur d'activité que j'ai envie de lancer, est-ce qu'il y a des réglementations? Est-ce qu'il y a des obligations légales, etc. C'est de réfléchir à tout ça. Le qui, c'est vos clients, vos concurrents, vos fournisseurs et éventuellement tous les partenaires que vous pourrez solliciter. Mais on parle vraiment de clients potentiels. Qui sont vos potentiels clients? Comment est-ce que je peux les atteindre, les contacter, etc. Peut-être par des habitudes d'achat, des budgets moyens, etc. Vos concurrents, c'est important de les identifier. C'est qui? Comment est-ce qu'ils sont mes concurrents? Alors, on fait la différence entre les concurrents directs et les concurrents indirects. Les concurrents directs, c'est une société qui existe déjà aujourd'hui et qui va proposer exactement le même service ou le même produit que vous, de la même manière. Les concurrents indirects, c'est pourquoi pas une autre entreprise qui propose ce que vous allez proposer, mais qui propose aussi autre chose, qui a peut-être un autre cœur d'activité. C'est important de savoir qui ils sont, comment est-ce qu'ils sont sur votre marché, comment est-ce qu'ils se positionnent, et du coup, comment est-ce que vous pourrez vous positionner par rapport à eux. Les fournisseurs, même manière, on va s'interroger de la même façon. C'est qui? Où est-ce qu'ils sont situés? À combien ils proposent que moi j'ai à proposer, etc., etc. Le quoi, c'est votre activité, c'est vos produits, vos services. Qu'est-ce que je vais vendre? Combien je vais vendre? Comment je vais vendre? Et on arrive au comment, par des moyens humains, des moyens matériels et de la communication. Comment est-ce que je vais communiquer sur la vente de mon produit, sur mon installation? Comment est-ce que je vais, comme je vous disais tout à l'heure, comment est-ce que je vais contacter ces clients potentiels? De quelle manière ces clients-là potentiels communiquent? Est-ce que c'est uniquement via les réseaux sociaux? Moi, je vais devoir me plier finalement à ces habitudes de consommation et communiquer via les réseaux sociaux. C'est en ça que l'étude de marché vous permet vraiment, au démarrage de votre activité, alors il existe des modèles d'études de marché, d'études commerciales, on appelle ça aussi business plan, on va y venir juste après. Et là, encore une fois, il y a plusieurs experts, plusieurs personnes qui peuvent vous accompagner, et on y reviendra encore une fois juste après. Business plan, justement, le business plan est composé de l'étude de marché et de l'étude financière. Donc c'est un portefeuille, un book, un document qui est composé de ces 2 documents, l'étude commerciale, donc financière, et l'étude de marché. Les 2 sont vraiment très importants parce que là, dans l'étude financière, on va vraiment se poser la question et poser un petit peu plus les choses de façon financière et comptable. Donc, l'étude financière est composée de plusieurs documents, alors qui sont pas forcément tous obligatoires, pertinents en fonction de votre secteur d'activité, du statut éventuellement que vous allez créer, puisque en fonction de la société, peut-être que vous allez devoir demander des financements, des aides, etc., des prêts, pourquoi pas, à la banque. Et là, on va vous demander peut-être, dans certains cas de figure, d'avoir tous ces documents-là, ou simplement une partie, ou pas. Encore une fois, attention, ce n'est pas obligatoire pour créer votre entreprise, mais c'est fortement conseillé, encore une fois, pour avoir un indicateur d'orientation. Comment est-ce que je me situe? Est-ce que c'est viable, encore une fois? Est-ce que c'est faisable? Alors, le plan de financement, c'est comment financer le projet. Est-ce que vous avez de l'apport? Oui, non. Quel est votre capital éventuellement à la société? Quelles aides vous pouvez avoir, auxquelles vous pouvez bénéficier? Encore une fois, j'y reviens juste après sur les aides financières. Le compte de résultat prévisionnel, donc les dépenses et les recettes. C'est extrêmement important d'aller
estimer, de demander des devis, pourquoi pas à des fournisseurs, de combien ça va vous coûter, d'estimer à peu près, hein, attention, on est vraiment sur du prévisionnel sur tout ça, mais c'est important d'estimer, d'avoir un ordre d'idée, une fourchette de vos dépenses, mais aussi de vos recettes de fonctionnement. Les recettes, c'est simplement votre chiffre d'affaires hein, par rapport à votre activité. Le bilan prévisionnel, donc le patrimoine de l'entreprise, c'est la valeur de l'entreprise. Le budget de trésorerie qui se calcule le total des recettes, donc ce qui va rentrer, votre chiffre d'affaires, moins le total des dépenses, toutes vos charges mensuellement, annuellement qui vont être dépensées. Tous les indicateurs financiers sont importants. La capacité d'autofinancement, le taux d'endettement, le taux de rentabilité. Encore une fois, si tout ça, ça vous parle pas, vous pouvez être accompagné pour le faire. Vous n'êtes pas tout seul, parce que ça peut être effrayant, hein, ce type de document. Vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez vous faire accompagner, bien évidemment, tout au long de la création de votre projet. On a parlé d'études de marché, on a parlé d'études commerciales et financières. On parle de l'étude juridique, la 4e grande étape. Juridique, sociale et fiscale. Qui dit création d'entreprise sous-entend critères de choix du statut. Aujourd'hui, il y a plusieurs statuts différents. J'y reviens juste après, notamment. On différencie surtout de 2 grands types hein, de statuts social, juridique et fiscal. Avant de choisir ça, encore une fois, bien en tête, avant tout, il faut pouvoir vous poser des questions sur le pouvoir de décision que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez garder dans votre projet, le régime fiscal, social, la protection de votre patrimoine. Il y a des entreprises des statuts où on va fusionner les deux, le perso, le pro, et d'autres où on va vraiment scinder les deux. La nature de l'activité, parce qu'il y a des sociétés, des entreprises qui, par la nature de votre activité, va imposer un statut. Votre situation personnelle aussi, pourquoi pas, et la taille de l'entreprise, le développement, le sous-entendu aussi peut-être le chiffre d'affaires. Comme c'est précisé en bas, il n'existe pas de forme idéale. Vous pouvez encore une fois vous faire accompagner pour réfléchir à tout ça et vous faire conseiller par rapport à votre projet. Mais en effet, il n'existe pas de forme idéale, donc ça va être de sous-peser peut-être les côtés positifs et les côtés négatifs de chaque statut social. Comme je vous disais, on sépare vraiment, on scinde les deux, l'entreprise individuelle et les sociétés. Dans l'entreprise individuelle, il y a une confusion des patrimoines. Dans les sociétés, il y aura une séparation des patrimoines. Alors, là, on reste vraiment très généraliste, hein, bien évidemment, il y a d'autres incidences plus détaillées. Encore une fois, pour rentrer dans ce détail-là, là, on est vraiment sur une grande idée pour que ce soit un petit peu clair. Pour rentrer dans le détail, vous pouvez voir des personnes pour vous faire accompagner et notamment vos conseillers en évolution professionnelle. Dans les deux, donc dans l'entreprise individuelle qu'on appelle EI, vous êtes imposé, ce sera un impôt sur le revenu. Dans les sociétés de l'autre côté, ce sera un impôt sur le revenu ou un impôt sur les sociétés. Il y a des options bien évidemment en fonction des statuts, mais la base du calcul pour les impôts, ça reste le résultat de l'entreprise. Sauf encore une fois, pour les micro-entrepreneurs, hein, puisque ce sera l'impôt sur le revenu et impôt basé sur le chiffre d'affaires, surtout après abattement. On parlait d'aides tout à l'heure. Oui, il existe des aides à la création, à la reprise d'entreprise, des aides au financement. Donc, il y a des structures publiques ou privées, hein, comme l'a dit, la GFIP, France Active, Réseau Entreprendre, il y en a d'autres. Il y a des aides au financement qui existent de façon nationale, il y a des aides au financement plus locales et territoriales. Encore une fois, puisque aujourd'hui c'est un webinaire, vous êtes un petit peu partout en France. Et sur les DOM-TOM, vous pouvez bien évidemment vous rapprocher directement des conseillers en évolution professionnelle proches de chez vous, qui sauront bien évidemment vous orienter vers tout le tissu local qui vous entoure et surtout vous orienter vers les bons interlocuteurs. Alors, il y a l'ACRE,
qui est du coup l'exonération des cotisations. L'ARS, attention, on ne mélange pas, qui est l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, et le maintien de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Et là, c'est Pôle emploi qui est l'interlocuteur privilégié, bien sûr, et des aides aux investissements en fonction de votre lieu d'installation, de votre projet, comme je vous ai expliqué. Une fois qu'on a réfléchi à tout ça, on a fait les études de marché, on a fait les études financières, etc. Je suis sûre de mon projet, il est bien élaboré, comment est-ce que je me lance? Pour immatriculer une entreprise, il faut s'adresser directement au centre de formalité des entreprises. Encore une fois, tout dépend de la nature de votre activité. Pour les activités artisanales, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat. Pour les activités commerciales, c'est la CCI, le réseau CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Pour toutes les activités libérales, la porte d'entrée, c'est l'URSSAF. Si vous avez la moindre question avant de vouloir faire immatriculer votre entreprise, pareil, la première porte d'entrée, c'est le conseil en évolution professionnelle, mais vous pouvez aussi très bien contacter directement ces trois opérateurs, interlocuteurs-là directement. Petit focus sur l'environnement de la création d'entreprise. Donc, on a évoqué, on est sur des territoires tous très différents, mais il y a des organismes, des structures qui sont présents un peu partout. Les experts comptables, bien évidemment, sont là pour vous accompagner, alors soit pour la reprise d'entreprise, pour faire un diagnostic, une évaluation de l'entreprise, peut-être d'analyser les bilans, etc. Ils sont présents aussi et mobilisables directement pour les créateurs d'entreprises. Si vous avez besoin d'aide pour rentrer beaucoup plus dans le détail, notamment sur l'évaluation et la création du business plan, ils peuvent tout à fait être mobilisés. Alors, il y a des organismes de financement, de formation, des cabinets d'études. Petit focus sur les coopératives et pépinières d'entreprises. Il y a aussi des couveuses d'entreprises qui sont des structures qui accompagnent vraiment tout du long de votre projet. Aussi bien de l'élaboration de votre projet, la définition des étapes, de vous aider dans la création des études de marché, des études financières, et ensuite sur la mise en œuvre vraiment de votre projet. Les couveuses, le principe de la couveuse d'entreprise, il en existe un petit peu partout en France. Le principe, c'est simplement de pouvoir finalement tester votre activité, essayer votre activité, en restant accompagné par la couveuse, avant d'immatriculer finalement votre structure, votre société. Prenez contact, encore une fois, la porte d'entrée, encore une fois, c'est un conseil de passer par le CEP, le Conseil en évolution pro. Les chambres consulaires, je vous en ai parlé tout à l'heure pour l'accompagnement à l'immatriculation, la chambre des métiers ou la chambre de commerce et d'industrie, pourquoi pas, et plein d'organismes d'accompagnement. J'y reviens, n'hésitez pas, si c'est là, on balaye la création d'entreprise assez rapidement, mais si vous avez besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail, n'hésitez pas à solliciter le CEP et je vous explique en détail ce que c'est à la fin. Alors, pour mettre en place ce projet, s'il y en a parmi vous qui sont salariés aujourd'hui et qu'un jour, à un moment donné, vous aurez besoin de quitter votre entreprise, plusieurs façons de le faire. La première possibilité, et la plus simple et la plus rapide en général, reste la rupture conventionnelle. Vous devez vous mettre d'accord avec votre employeur. C'est un accord amiable, donc vous devez être d'accord les deux parties sur une rupture de contrat de travail. L'entreprise n'a pas d'obligation de vous accorder cette autorisation, cette rupture. À ce moment-là, pour éviter d'être bloqué, il existe le dispositif démissionnaire. Alors, le principe, c'est que vous pouvez vous faire accompagner, encore une fois, par un CEP pour le faire. C'est même une obligation avant la démission d'avoir recours à un conseiller en évolution professionnelle qui vous permettra aussi de faire le point sur votre projet, de remettre en place les étapes, etc. Mais c'est une obligation légale de passer par un CEP. Le dispositif démissionnaire, c'est le principe de faire un dépôt de dossier pour pouvoir, auprès d'une structure, pour pouvoir bénéficier de vos droits au chômage, de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi,
dès la démission pour un projet de création ou de reprise d'entreprise, ou alors pour un projet de formation. Pour en bénéficier, il faut être en CDI, salarié de droit privé, ou en tout cas votre entreprise doit cotiser au chômage à Pôle emploi. C'est la porte d'entrée. Sans ça, malheureusement, le dispositif ne sera pas possible. En plus d'avoir ce premier critère d'éligibilité, il faut compter au moins 5 ans d'activité salariée en continu. Peu importe le type de contrat de travail que vous ayez, vous pouviez très bien être en intérim, en CDD, en CDI, d'avoir changé d'entreprise aussi, peu importe. L'important, c'est que vous devez vraiment justifier de 5 ans d'activité salariée au moment de votre démission. Et bien évidemment, d'avoir un projet derrière, soit de création ou de reprise d'entreprise, ou alors un projet de formation pour accéder à un poste différent, puisqu'on parle vraiment de reconversion professionnelle. Vous pouvez aller vérifier tout ça directement sur le site démission-reconversion.gouv.fr. Vous pourrez là vérifier du coup l'éligibilité de votre projet, votre statut, votre situation au dispositif démissionnaire, et vous pourrez aussi avoir accès au CEP. Le dispositif dans les grandes étapes. Alors, en effet, la première des choses, c'est d'aller vérifier que vous êtes bien éligible au dispositif. Comme je vous ai donné le site, démission-reconversion.gouv.fr, et ensuite de prendre contact avec un CEP. En fonction de votre lieu d'habitation, on est présent un petit peu partout, j'y reviens sur la suite, sur la fin de la présentation. Ensuite, avec le CEP, vous allez être aidé, accompagné pour compléter un dossier qui s'appelle Démission Reconversion, le volet CEP de Démission Reconversion, où on va vous demander finalement en détail d'aller présenter votre projet, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire demain, pour qui, pourquoi, etc., un petit peu en détail, et ensuite de déposer ce dossier-là directement sur le site d'une structure qui s'appelle Transition Pro. Transition Pro qui est régionalisée, donc c'est Transition Pro de votre région. Transition Pro organise du coup des commissions qui s'appelle la CEPIR, c'est une commission paritaire interprofessionnelle qui dispose de 2 mois pour étudier votre dossier et vous faire un retour, positif ou négatif. Si c'est positif, c'est que du coup votre demande est acceptée et Transition Pro vous délivre une attestation qui est valable pendant 6 mois. C'est-à-dire que dès que vous avez la validation, vous pouvez ensuite donner votre démission pendant 6 mois, comme vous préférez, comme vous voulez, en fonction de votre projet, ce qui est le plus pertinent pour vous. Vous avez 6 mois pour donner votre démission, vous inscrire à Pôle emploi et 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. En tout cas, pour initier vraiment le démarrage de votre projet, encore une fois, soit de création de reprise d'entreprise, soit de formation. Et en cas de refus, bien évidemment, vous disposez d'un droit de recours qui est de 2 mois pour demander la réévaluation de votre dossier. Le rôle du conseiller en évolution pro, donc j'en ai un petit peu parlé rapidement. Le conseiller est là pour vous accompagner quel que soit votre avancement dans le projet. Ça peut être simplement de faire un point avec lui par rapport à votre projet qui est déjà bien avancé. Peut-être que vous avez déjà identifié tous les interlocuteurs, les formations, les financements, etc. Ça peut être simplement de faire le point sur tout ça et de voir si vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose ou quoi que ce soit. Ou alors vraiment au démarrage bien en amont de tout ça, quasi à l'idée même de votre projet et de savoir comment je peux passer de mon idée d'entreprise à la mise en œuvre, à vraiment de transformer l'idée en projet. Ça peut être simplement voilà, moi j'ai une idée, je sais ce que je veux faire, par contre je ne sais pas faire un business plan, on peut vous accompagner aussi simplement pour ça. Aussi pour aller identifier les financements les plus pertinents et ceux à quoi vous avez le droit par rapport à votre situation. Quels sont aussi les différents dispositifs et les procédures, les étapes pour mettre en œuvre votre projet, c'est-à-dire que vous êtes salarié, vous avez tout fait, mais j'ai besoin de quitter mon entreprise.
et simplement de solliciter le dispositif démissionnaire ou de refaire un point. Je rentre un petit peu dans le détail du conseil en évolution pro. Le CEP, pour aller plus vite, donc c'est un accompagnement, c'est un processus d'appui des salariés indépendants, comme ce que je vous ai dit, pour faire le point sur une situation pro, quelle qu'elle soit. Et en cas de besoin, d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. C'est la définition globale du CEP, qui est bien évidemment gratuit. C'est un service public, donc c'est gratuit, c'est confidentiel, donc il n'y a pas d'atelier collectif, tout se fait en individuel. C'est neutre, bien évidemment, accessible à tous, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le CEP est présent partout en France. Il y a des bureaux physiques proches de chez vous, puisqu'il y en a partout. Ou alors, si c'est pas possible de vous déplacer pour quelque raison que ce soit, c'est accessible aussi en visioconférence ou par téléphone. Et surtout, c'est un service impartial. Nous ne sommes pas juges de vos projets. Notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous informer, de vous aiguiller au mieux et de façon personnalisée. C'est-à-dire qu'on va systématiquement faire un point sur mesure et répondre à vos questions. Et pas de manière générale, à l'inverse de ce que je suis un petit peu en train de faire aujourd'hui, puisque là, je m'adresse à différentes personnes qui ont différents projets, donc ça reste très généraliste aujourd'hui. Alors pour qui donc vous voyez là sur le slide, en fonction des différentes situations, qui est en bleu là, si vous êtes salarié du secteur privé et travailleur indépendant, il y a plusieurs opérateurs. Donc le groupement Évolution, le réseau EVA, la BGE, Antea RH, Axis, ou encore mon CEP org spécifiquement pour la Réunion. Si vous êtes cadre, c'est l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est le réseau des missions locales. Et pour des personnes en situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Alors, il arrive des fois que vous ayez deux statuts, que vous soyez dans même 2, 3, 4 situations. Vous ne pouvez pas être accompagné par deux opérateurs différents en même temps. Alors, vous ne pouvez pas, et il n'y aura pas grande pertinence, puisque ce sera le même service finalement qui sera délivré. Donc, il faudra faire un choix si jamais vous avez déjà rencontré plusieurs opérateurs différents. Sinon, par défaut, sur le site du CEP, quoi qu'il arrive, si vous posez une question, il y a un numéro unique et après, vous êtes orienté, bien évidemment, vers le bon interlocuteur, le bon opérateur. L'objectif, on en a déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté rapidement. L'objectif, c'est de travailler sur différents points en fonction de votre situation, de l'évolution professionnelle, de la reprise, création d'activités, en effet, ce qui est aujourd'hui, développement des compétences, d'aller vers une certification, vers de la reconversion, de la transition, mobilité interne ou externe. En réalité, il n'y a pas de mauvaise raison de faire appel au CEP, puisque de toute façon, le CEP peut être mobilisé, peut servir en deux cas de figure. Soit lors d'un conseil individualisé, adapté un petit peu j'allais dire en one shot, un seul rendez-vous. Le but étant de faire connaissance, d'exprimer votre demande et vos interrogations, et c'est d'accéder à un premier niveau d'interrogation. Encore une fois, quel qu'il soit. Lors de ce rendez-vous-là, vous pouvez très bien, avec le conseiller, d'avoir déjà vos éléments de réponse, d'avoir déjà identifié les démarches possibles, d'une éventuelle suite à donner, etc. Et ça suffit. Dans d'autres cas de figure, il y a besoin de se voir plusieurs fois. Et là, on parlera plutôt d'accompagnement, toujours personnalisé bien évidemment, toujours individualisé. Mais là, en tout cas, il peut y avoir un besoin un petit peu plus long, et donc de pouvoir faire plusieurs rendez-vous, toujours avec le même conseiller. On ne change pas de conseiller, vous êtes accompagné par la même personne du début à la fin de votre projet. Et pour prendre rendez-vous, c'est directement sur le site mon-cep.org et dans la rubrique « Je trouve mon conseiller » et vous voyez qu'il y a une petite image. C'est très simple, vous rentrez votre situation professionnelle, votre localisation,
et vous lancez la recherche et en effet, vous êtes aiguillé vers l'opérateur le plus approprié. Vous serez rappelé et par téléphone, vous pouvez parler rapidement de votre situation pour être aiguillé vers le bon interlocuteur que vous rencontrerez ensuite. Merci beaucoup. J'ai terminé là. On va passer peut-être aux questions. Encore une fois, pour des questions, j'allais dire, précises, individuelles, vraiment pour du sur-mesure, je vous invite plutôt à rencontrer directement un CEP, à prendre contact, puisqu'on ne va pas rentrer vraiment dans le détail de chaque personne, si ça vous va. Alors, allons-y sur les questions. Alors, y a-t-il des aides possibles pour réaliser l'étude de marché? Alors oui, en effet, mais j'y ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. N'hésitez pas à contacter un CEP directement. En fonction de votre projet, vous pourrez voir directement ce qui est le plus pertinent. Nous, en tant que CEP, on a des modèles de tous les documents dont vous pourriez avoir besoin. On a plein de modèles, on a plein d'outils. Il existe aussi des outils sur Internet. Alors attention sur les outils sur Internet, il y a énormément de choses super. Privilégiez les choses gratuites qui suffisent en général pour juste poser vos idées sur le papier. Et ensuite, si vous devez faire appel à des outils payants, plutôt en deuxième étape. Alors, la rupture conventionnelle implique des délais de carence pour les aides type ACRE et ARS. Alors, la rupture conventionnelle est une rupture de contrat de travail, comme n'importe quel contrat de travail. Une fois que vous vous inscrivez à Pôle emploi, en effet, il y a un délai de carence, alors qui est à peu près d'une semaine, 10 jours, mais pour quelques indemnités que ce soit. Donc, l'ACRE et l'ARS, ensuite, vous pouvez, en tant que demandeur d'emploi, vous inscrire en tant que demandeur d'emploi. Et là, on va vous demander finalement le projet, l'idée que vous avez, donc soit de la reprise, une recherche d'emploi classique, un projet de reconversion qui nécessite une formation ou une création d'entreprise. Et en général, ce que je vous conseille vivement à tous, c'est de demander un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi spécialisé dans la création d'entreprise. Là, vous pourrez être accompagné pour faire cette demande d'ACRE, d'ARS, et peut-être d'autres accompagnements possibles, parce que Pôle emploi fait des accompagnements aux créateurs d'entreprises. Donc, alors là, ça se passe plutôt en collectif, il y a des aides collectives et individuelles, mais il y a des ateliers qui vous permettent aussi de rencontrer finalement d'autres créateurs d'entreprises, et ça peut être intéressant tout à fait d'en faire partie. Et pour ça, pour plus d'infos, je vous invite à contacter Pôle emploi. Alors, est-ce que le support de présentation sera mis à disposition? Oui, en effet, Chloé y a répondu. Vous aurez accès à tout, d'ailleurs tous les replays de tous les webinaires dès la clôture des semaines de l'évolution sur le site des semaines de l'évolution professionnelle, dès la clôture ce soir. Donc, a priori, j'imagine que dès la semaine prochaine, vous aurez accès à tous les replays dont vous avez besoin. Quel délai est étape le préalable pour l'ARS? Alors, pareil, alors ça rejoint, je pense, la réponse que je vous ai faite juste avant. La première étape sera, quoi qu'il arrive, de vous inscrire à Pôle emploi. C'est la porte d'entrée. Une fois inscrit à Pôle emploi, comme ce que je vous disais, plutôt de contacter directement, de demander un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, et eux vous expliqueront les étapes bien précisément en fonction de votre projet pour tout ça. Quels sont les avantages du dispositif démissionnaire pour le salarié porteur de projet qui bénéficiera déjà de l'ARE en quittant son emploi par une rupture conventionnelle? Alors du coup, c'est pas nécessaire. Le principe du dispositif démissionnaire, c'est simplement une solution finalement pour vous permettre de quitter votre emploi via une démission. Mais vous savez que par définition, une démission simple ne vous ouvre pas d'ARE, de droit au retour, de l'aide au retour à l'emploi, des indemnités chômage finalement. Donc l'idée est de demander finalement une espèce de dérogation
pour vous permettre de démissionner, mais puisque vous avez un projet de création d'entreprise, de reprise d'entreprise ou de formation et que vous êtes bien passé par ce dispositif bien précis, ce dispositif démissionnaire, accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, seulement parce que vous êtes passé par tout ça, vous aurez le droit, en fonction de vos droits bien évidemment, d'ouvrir des droits au chômage. Donc si une rupture conventionnelle a déjà été acceptée, le dispositif démissionnaire n'est pas utile, n'est pas pertinent, donc vous n'avez pas besoin de le mobiliser bien évidemment. Vous le laissez de côté et à la fin de votre rupture conventionnelle, vous pourrez vous inscrire directement à Pôle emploi et donc la suite, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, le congé maternité et congé parental compte-t-il dans les 5 ans d'activité en continu? Alors, c'est une bonne question parce que j'insistais vraiment sur les 5 ans d'activité en continu. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il est vraiment très important de vérifier tout ça avant de déposer votre dossier. Simplement parce que ce n'est pas Transition Pro qui va vérifier cette information-là. Ce n'est pas Transition Pro qui va vérifier que vous avez bien 5 ans d'activité en continu au moment du dépôt. Ils partent du principe que vous avez déjà vérifié cette information-là. Donc, le risque, finalement, c'est que votre dossier soit accepté, que vous démissionniez de votre poste, et au moment de votre inscription à Pôle emploi, là, c'est Pôle emploi qui va vérifier que vous justifiez bien de 5 ans d'activité en continu. Donc, si vous les avez pas, eh ben, malheureusement, vous n'avez pas le droit à l'ARE, ni aux aides. Donc, les 5 ans d'activité en continu, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui ne rentre pas, finalement? Je vais y répondre de cette façon-là. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans les 5 ans? C'est toutes les interruptions de contrat, toutes les suspensions et interruptions de contrat. Si vous avez finalement quelques semaines d'interruption entre 2 contrats de travail, par exemple, là, attention, vous repartez à zéro. Vous n'aurez plus les 5 ans. Toutes les absences où vous avez été indemnisé, donc le congé maternité, le congé parental, l'arrêt de travail quel qu'il soit, c'est une suspension. Il n'y a pas de suspension de contrat de travail puisque vous êtes indemnisé finalement par une autre structure, une autre entité. Ça rentre dans les 5 ans d'activité en continu. Ce qui ne rentre pas dedans, ce sont les congés sabbatiques, par exemple, et en effet les congés sans solde et les interruptions de contrat de travail. C'est pour ça que je vous renvoie sur le site démission-reconversion, puisque là, vous pourrez rentrer toutes vos dates de contrat, toutes vos dates d'arrêt, etc. Et le site de Pôle emploi, finalement, calculera tout ça pour vous et vous dira si oui ou non vous rentrez dans cette éligibilité. Alors, qui peut aider pour l'étude financière? Encore une fois, la porte d'entrée, c'est plutôt le conseil en évolution professionnelle, le CEP, et ensuite, en fonction de l'activité, en fonction de la structure que vous souhaitez monter, le conseiller pourra vous orienter vers la bonne personne, le bon interlocuteur. Alors, qui peut m'accompagner pour réaliser une étude de marché dans un secteur artisanal? Je ne trouve que des formations très théoriques. Alors, pareil, même réponse, je pense que le CEP, c'est vraiment la porte d'entrée, parce que tout dépend finalement dans le secteur artisanal, ce que vous souhaitez, ce que vous avez comme projet. Ensuite, il y a des accompagnements, il y a des formations possibles auprès de la Chambre des métiers, pour en effet plutôt ce secteur-là. Pour des sociétés, des projets commerciaux ou d'industrie, c'est plutôt la CCI, et qui sont à ce moment-là beaucoup plus experts dans les secteurs et pour vous apporter aussi des études statistiques très précises et plutôt à jour. Alors, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Quel sera mon premier interlocuteur pour lui parler de la création de ma micro-entreprise? Cap emploi ou Pôle emploi? Alors, encore justement, je vous disais tout à l'heure, il est possible de rentrer dans des situations où vous pouvez contacter plusieurs opérateurs différents. Alors, quel qu'il soit, c'est pas grave puisque vous pouvez très bien contacter d'abord Cap emploi et en fonction. Alors, Cap emploi accompagne dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, surtout en fait quand le handicap est un frein pour l'activité professionnelle.
Si c'est le cas, en effet, Cap Emploi a beaucoup plus d'outils d'accompagnement pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien être accompagné, si vous êtes salarié de droit privé, par un opérateur, en effet, dont je vous parlais, le réseau EVA, le groupement Evolution et nos autres coopérateurs, ou Pôle emploi, bien évidemment, si vous êtes demandeur d'emploi actuellement. Alors, est-ce qu'un titulaire de la fonction publique peut prétendre au dispositif démissionnaire? Alors, de principe, non, puisque ça c'est plutôt indiqué pour les salariés de droit privé. Cependant, il est possible que votre structure soit ait peut-être des contrats de droit privé, alors que vous faites partie de la fonction publique. Alors, il y a toujours des cas un peu particuliers, et si c'est le cas, la première chose qu'il faut vérifier, alors vous pouvez, et moi je vous conseille plutôt de poser la question directement à votre service ressources humaines pour être certain. Vous pouvez aussi regarder sur votre bulletin de salaire directement si votre employeur cotise à Pôle emploi, au chômage ou non. Là, encore une fois, la clé de la réponse sera là, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service ressources humaines. Alors, est-ce que le dispositif de démission reconversion est compatible avec un financement OPCO pour pouvoir bénéficier du financement d'une formation et des allocations ARE durant le temps de formation? Alors, s'il y a un financement OPCO, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'OPCO, c'est l'opérateur finalement qui collecte, si vous voulez, pour faire très très simple, c'est une structure souvent privée qui collecte les taxes d'apprentissage à l'époque. Donc c'est plus tout à fait le cas, mais en gros c'est une structure qui finance des projets de formation pour les employeurs. Donc là, encore une fois, tout dépend, il y a plusieurs financeurs possibles, soit des financeurs internes quand vous êtes salarié, et à ce moment-là, vous pouvez demander, solliciter directement à votre employeur, et votre employeur a plusieurs dispositifs possibles pour financer un projet de formation à un salarié, soit le plan de développement des compétences, ou alors d'aller demander à son OPCO. Donc toutes les entreprises ont un OPCO en fonction des secteurs d'activité. Donc oui, il est possible de demander le financement à votre employeur, peut-être à son OPCO, pour bénéficier d'une formation. Simplement, attention, si c'est le cas, ça sous-entend que vous êtes salarié de l'entreprise. Donc le principe du dispositif d'émission reconversion, finalement, étant là de quitter votre entreprise, donc il me semble un petit peu compliqué de demander le financement à l'OPCO alors que vous allez quitter votre entreprise. À ce moment-là, pour le financement d'une formation après votre démission, on est plutôt sur de demander un financement, un cofinancement peut-être à Pôle emploi, d'utiliser pourquoi pas votre CPF, votre compte personnel de formation, ou éventuellement des financements régionaux ou départementaux, ce qui est souvent possible aussi. J'espère avoir répondu à votre question. Alors sur le site mon-CEP, la Guadeloupe n'est pas proposée dans les régions. Quel CEP pour la Guadeloupe? Alors, pardon, Chloé y avait déjà répondu, donc vous avez le lien directement. Bonjour, l'accompagnement à la création d'entreprise dans le cadre du CEP est-il possible lorsque le lieu d'implantation du projet n'est pas en France? Bien évidemment, peu importe où se situe votre projet, venez rencontrer des conseillers qui pourront en effet aller chercher l'information avec vous s'ils ne l'ont pas directement, mais en tout cas pour l'élaboration du projet, où qu'il soit, venez rencontrer un CEP. Alors, lorsqu'on a créé notre entreprise en tant que salarié, si on démissionne, ce ne sera pas une création, une reprise, mais une continuité. Comment faire pour en bénéficier quand même? Alors attention, c'est une très bonne question. Le dispositif démissionnaire, alors, deux cas de figure. Si vous démissionnez avec le dispositif démissionnaire dont je viens de vous parler, attention, la première chose à faire est de rencontrer un CEP. Ne créez pas votre société avant d'avoir rencontré un conseiller. Si c'est fait avant, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le dispositif démissionnaire s'accorde donc sur un projet. Donc, si vous avez déjà
vous créez en tout cas l'entreprise, en tout cas si l'entreprise existe déjà. Donc si c'est une continuité, malheureusement ce sera pas mobilisable. Par contre, s'il y a une reprise avec un nouveau SIRET, là oui, mais c'est vraiment là où on va faire la différence, où la commission en tout cas de transition pro fera la différence. Donc surtout ne créez pas votre structure avant d'avoir sollicité un CEP. Alors, peut-on bénéficier d'exonération fiscale en première année de création d'entreprise? Oui, à partir du moment où vous avez l'ARS et l'ACRE. Donc en effet, c'est tout à fait envisageable. Là aussi, prenez rendez-vous avec un CEP pour vous poser, pour réfléchir à tout ça et être orienté et de rentrer dans le détail, bien évidemment, de tout ça. Alors, il est impossible de répondre aux mails car il s'agit d'un mail no reply. Hop, là, c'est pardon. Hop, comment devenir conseiller en évolution pro? C'est une bonne question. J'allais vous dire, prenez contact avec un CEP, comme ça vous fera une enquête métier en même temps, éventuellement de voir directement peut-être les parcours que les CEP ont, puisqu'on a tous des parcours vraiment très différents. Mais ça peut être intéressant de rencontrer un CEP en rendez-vous individuel et de voir ça comme ça, parce que ça peut être aussi un projet de reconversion à travailler sans problème. Je suis cadre et donc salarié d'une entreprise. Quelle est la différence entre l'APEC et les autres opérateurs pour une création d'entreprise? Dans le cadre du CEP, aucune. Peu importe votre statut, en effet, comme je vous disais, c'est que par définition, l'APEC accompagne de manière très générale, pas uniquement sur la création d'entreprise, les cadres en emploi ou en recherche d'emploi. Donc, vous pouvez très bien solliciter l'APEC, comme vous pouvez très bien solliciter d'autres opérateurs. Alors, donc à partir de la validation du dossier en commission, on a 6 mois pour créer son entreprise qui se décompose en démission et 2 mois de préavis, s'inscrire à Pôle emploi, finir de peaufiner son dossier de création d'entreprise, finaliser les démarches légales, ça laisse 4 mois. Alors en l'occurrence, oui, vous n'êtes pas très loin de la vérité. Souvent, et c'est très franchement conseillé, c'est pour ça c'est pour ça que c'est devenu une obligation d'ailleurs de rencontrer un CEP pour faire ce rétro-planning et justement pouvoir anticiper et travailler toute cette étape-là. Vous avez 6 mois à partir de la validation, comme vous l'avez dit, de votre dossier en commission par Transition Pro. Vous avez 6 mois pour donner votre démission, réaliser votre préavis, en effet, qui est 1 mois, 2 mois, il peut être négocié, il peut être plus long, et il peut être négocié à la baisse, négocié, vous devez avoir l'accord, bien évidemment, de votre employeur pour pouvoir se faire. Donc ça peut être plus long, ça peut être plus court, mais il faudra compter dans ces 6 mois, bien évidemment, ce préavis. À la fin de votre préavis, de vous inscrire à Pôle emploi. Et ensuite, donc là, vous avez 6 mois pour tout ça. Et après, vous avez de nouveau 6 mois à partir de la création de votre inscription à Pôle emploi pour lancer les démarches. Et là, c'est Pôle emploi qui peut vous demander, attention, des preuves de création de reprise d'entreprise ou d'une entrée en formation. Je vois l'heure qui tourne, on va, puisqu'il y a un autre webinaire juste après moi, je vais encore répondre à 2-3 questions si ça vous va. Et puis après, je devrais mettre un terme à ce webinaire. Encore une fois, vous aurez accès au replay directement dès la clôture, après la clôture des webinaires. Et surtout, si vous avez besoin d'autres réponses plus précises, n'hésitez pas à prendre contact et à prendre rendez-vous avec un CEP. C'est un service gratuit, encore une fois. Alors, où en étais-je? Je sais qu'il y a une certaine création d'entreprise où des formations spécifiques sont obligatoires afin de créer. Y a-t-il une plateforme indiquant quelle formation pour quelle entreprise? En effet, il y a des secteurs d'activité dans lesquels il est absolument obligatoire d'avoir des formations, de justifier de formation. À ma connaissance, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance de plateforme qui regroupe tout. Cependant, il y a des possibilités d'aller rechercher par type d'activité et peut-être d'aller solliciter directement des professionnels du secteur.
ou des structures qui accompagnent les professionnels du secteur. Je pense au bâtiment, il y a la Fédération française du bâtiment, par exemple, qui a des conseillers, des personnes complètement référentes à l'accompagnement des créateurs d'entreprises dans le bâtiment. Et donc, ces personnes-là pourront très certainement vous répondre de manière très précise. Peut-on bénéficier de démission reconversion si on est en CDD? Alors, je vois que la réponse a été déjà apportée, je pense peut-être par Chloé ou par moi dans la présentation. Mais en effet, non, malheureusement, c'est pas possible puisqu'on n'est pas dans le même cadre légal. La démission reconversion est mobilisable uniquement si vous avez un contrat en CDI. Quels sont les points importants pour mettre toutes les chances de son côté pour que la commission accepte le dossier? Y a-t-il des choses rédhibitoires? Alors, il y a des critères d'éligibilité. Donc oui, par définition, il y a des choses rédhibitoires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 5 ans d'activité en continu, et c'est pas tout à fait une bonne réponse, puisque là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la commission de transition pro qui va vous dire non, c'est Pôle emploi. Pour la commission, il faut, comme je vous le précisais tout à l'heure dans le cadre d'une création d'entreprise, il faut surtout pas que l'entreprise soit déjà créée avant d'avoir rencontré un CEP. Si c'est avant que votre dossier passe en commission, c'est pas l'idéal, mais ce ne sera pas rédhibitoire dans ce cadre-là. Ensuite, il faut que vous ayez un projet qui soit bien travaillé, bien réfléchi, et que vous puissiez idéalement apporter la preuve de vos démarches. Plus vous faites de démarches dans le cadre du dispositif démissionnaire, mieux c'est, puisque l'intitulé même en fait du dossier qui est à présenter dans le cadre du dispositif démissionnaire, c'est la demande de reconnaissance du caractère réel et sérieux de votre projet. Ce qui sous-entend que la commission va simplement attester du caractère réel et sérieux. Donc plus vous avez de choses à apporter à la commission, mieux c'est. Plus vous avez rencontré d'experts en création d'entreprise, un expert comptable, un avocat, peu importe, en fonction vraiment des secteurs d'activité, mais plus vous aurez fait de démarches, plus vous aurez mis les chances de votre côté. Je réponds à une dernière question et malheureusement je vais devoir couper. Comment et où peut-on se procurer la liste des emplacements des CEP suivant les villes sur le site du CEP directement et après vous verrez si vous vous contactez par téléphone aussi en fonction de votre lieu d'habitation, vous pourrez voir tout ça et choisir aussi si vous voulez pas un CEP à côté de chez vous pour X ou Y raison, je ne sais pas, vous pourrez aussi choisir bien évidemment et Chloé vient de mettre le lien directement sous votre question. J'espère avoir été claire, avoir répondu à vos questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et vos questions d'ailleurs. Merci d'avoir participé. Je vous souhaite bon courage dans vos projets, dans vos idées. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact directement avec un CEP pour répondre à toutes vos questions de manière vraiment individualisée et personnalisée. Merci beaucoup à tous et encore une fois, le replay sera disponible si vous avez besoin de revoir tout ça en détail. Bonne journée à tous. Au revoir.